Mais tu vois, regarde jusqu'où ça allait dans ma tête. C'est que je m'étais dit, de toute façon, ça sert à rien que je fasse des enfants. Je vais crever à 60 ans. Et t'imagines, t'as à peine 40 ans, tu te dis ça. Non, mais jusqu'où ça va, hein. Et j'avais des douleurs dans le dos, des picotements dans le dos. Je toussais, je sifflais quand je respirais. Je me dis, non, là, il y a un truc qui déconne. Là, ça va pas, là. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Il a longtemps été de ceux qui écrasent une cigarette avant de s'endormir et qui s'en rallument une en se réveillant. Il a fumé pour devenir un homme à 13 ans, il a continué parce qu'il ne savait plus comment faire autrement. Ce n'était pas une question de nicotine, c'était un mode de vie. Une posture, un geste, un besoin vital. Une manière d'exister, de respirer même, dit-il. Il a été accro, comme on l'est souvent, sans le voir venir. Et puis un jour, le fameux « j'arrête quand je veux » s'est fracassé contre le réel. Alors il a voulu arrêter seul, comme on le fait souvent, par orgueil, par déni, par fatigue aussi. Il a tout essayé, patch, gomme, spray, acupuncture, hypnose, sport, plantes, médicaments, des solutions temporaires, des rechutes. Là, il comprend que fumer n'est pas une mauvaise habitude, mais une maladie. Une dépendance à plus de 5000 substances parfaitement légales, parfaitement mortelles. Et que croire qu'on peut s'en sortir seul est souvent la première erreur. Il a échoué, recommencé, lutté jusqu'à ce qu'un jour, enfin, il ne fume plus. Pas grâce à une méthode miracle, ni par volonté héroïque, mais grâce à un mélange de lucidité progressive, de fatigue cumulative, d'effondrement et de reconstruction intime. Et surtout parce qu'il a accepté de ne plus lutter seul. Et au lieu de tourner la page, il en a tiré un spectacle. Un spectacle où un fumeur invétéré trouve enfin la motivation d'en finir avec le tabac en live. Pas parce qu'il a trouvé de bonnes raisons d'arrêter, on les connaît toutes, et ça ne change souvent malheureusement pas grand-chose, mais parce qu'il a revisité toutes celles qui l'ont fait commencer, et qu'aucune ne justifie de s'empoisonner sciemment. C'est là que tout se joue, dans nos contradictions. Et c'est de ce décalage que naît le rire, parce que c'est absurde et universel. Aujourd'hui, ce spectacle, complètement fumé, est aussi joué dans les lycées. Il est suivi d'un débat animé avec des tabacologues, pas pour faire la morale, mais pour ouvrir un dialogue. Mathieu Ducret est comédien, auteur, humoriste, et il sait exactement ce que ça coûte de se croire libre quand on ne l'est pas. Bienvenue dans Contradiction, et merci d'être là. Et merci à Sophie Coste de nous avoir mis en relation. Alors, merci à toi, Keren, et merci énormément à Sophie, évidemment, qui nous a mis en relation, puisque j'écoutais tes podcasts aussi depuis longtemps, et je me disais, et le co-auteur avec qui je travaille a essayé de te contacter. Et en fait, c'est Sophie qui a réussi à faire la jonction. Et donc, je suis ravi d'être là, et j'écoute beaucoup tes podcasts, et ça aide énormément. Et merci de tout ce que tu fais. Wow, merci, voilà, merci. On se sent utile. En plus, aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'on est reconduit par notre subventionneur, l'AMI le DK, donc la mission interministérielle. L'AMI le DK. L'AMI le DK. Et donc voilà, on sait que la saison 4 va être soutenue. Et donc, ça nous permet de faire plus d'épisodes. Ouais, c'est magnifique. Et puis de travailler en sérénité quand même, on ne va pas se mentir, hein, Marjorie. Marjorie, il faut savoir qu'elle est là depuis le début et qu'elle ne partira jamais. Qu'est-ce que c'est pour toi l'addiction, Mathieu? Alors, je vais être honnête, j'ai réfléchi, je me suis tordu le cerveau dans tous les sens, j'ai essayé de trouver des trucs drôles, puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, on n'est pas là pour ça. Finalement, en tout cas, mon addiction, moi, ma vision que j'ai de l'addiction, en fait, elle est assez classique, hein. Le plaisir, le truc sympa, extra, que t'aimes faire avec tes potes, tout va bien. Voilà, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'au moment où ça vire au cauchemar, mais tu t'en rends pas compte. Et c'est la petite subtilité, en fait. C'est ça le truc, c'est le twist entre le moment où tu t'en rends compte, c'est trop tard. Et il y a ce truc incroyable, c'est que c'est cette espèce de moments suspendus où effectivement, entre guillemets, tu crois que tu contrôles, hein, tu vois. Et puis en plus, c'est toujours, toi, ouais, t'es plus fort que les autres. Et puis t'es plus fort que le produit. Mais oui, mais maman, t'inquiète pas. Mais oui, non, moi j'arrête ce que tu disais, j'arrête quand je veux, c'est aucun problème et tout. Puis alors, il y a réellement, après, c'est j'arrête quand je peux. Tu vois, ça c'est généralement à 17 ans, c'est j'arrête quand je veux. À 30 ans, c'est j'arrête quand je peux. Et puis à 45-50 ans, c'est faut bien mourir de quelque chose. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Typique phrase de fumeurs qui font rire les fumeurs parce qu'elles sont vraies. Et du coup, le truc que je trouve dans l'addiction incroyable, c'est que tu le vois pas arriver, quoi. C'est ça le drame. C'est par exemple, quand je fais le spectacle, je suis accompagné de tabacologues, addictologues, et alors, dans toutes les régions de France, tu vois, donc ça change à chaque fois. Et il y en a une fois qui disait ce truc incroyable. Je me souviens plus très bien de la phrase, mais ça avait ce sens-là. Elle disait, on se souvient
tous de la première cigarette qu'on a fumée. On se souvient tous de la première cuite, mais on ne se souvient pas du moment où on a dû aller s'acheter un paquet par jour. Où ça a basculé. Ouais. Et parce que ce truc, tu le vois pas, en fait. Et pour moi, l'addiction, elle est là. Elle est dans ce no man's land, quoi. Et puis après, tu sors les rames. Après, vas-y. Après, la liste est longue. Et après, voilà. Et c'est ce que je dis dans le spectacle, en fait, puisque dans le débat, après le spectacle sur le tabac. Pourquoi sur le tabac? Parce que déjà, moi, j'étais bien dedans. Et en plus de ça, c'est une des seules drogues, entre guillemets, desquelles on peut à peu près rire. Parce que elle fait pas trop de mal à l'entourage. Tu vois, parce que bon, bien sûr elle tue, mais parce que il y a pas de, tu vois, par rapport à l'alcool ou aux drogues dures, si tu veux, il y a pas de violence conjugale, il y a pas d'accident de la route, de tu vois, maîtrise, de dommages collatéraux, ouais. à part le cancer passif du poumon qui est toujours présent évidemment. Hein. Oui, mais ça modifie pas le comportement. Ça modifie pas le comportement. Donc tu peux rire du fumeur parce qu'en plus c'est très répandu évidemment. Donc on a choisi cette porte d'entrée là. Et au départ, le spectacle devait s'arrêter là. Au départ, c'était un spectacle théâtral que j'ai joué au Théâtre Montmartre-Galabru, au Festival d'Avignon, au Théâtre du Gymnase, à la Divine Comédie. Voilà. Puis après, ça s'est fait comme ça. On a joué dans les lycées. Et petit à petit, on l'a adapté, en fait, aux lycéens, parce que normalement, c'est un spectacle tout public. Et après, l'idée est venue de faire un débat. Et donc, c'est là où les deux en un sont vachement bien. C'est que soit c'est tabacologue addictologue, soit c'est Addiction France, soit c'est la lutte contre le cancer, soit c'est des médecins, soit c'est parfois moi tout seul. Et après, donc, on explique parce que le spectacle est drôle, en fait, à la base. Oui. Voilà, le truc, c'est d'arriver à faire rire. Et puis, une fois qu'on s'est marré, on a envoyé quand même pas mal de petites cartouches tout en riant. Et après, on détricote un peu et on parle. Voilà. Et j'élargis à toutes les drogues, évidemment. Bien sûr, mais en plus, c'est bien parce qu'on parle de choses qu'on ne connaît pas bien, comme la chicha, Ouais. le pétard. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous racontes ton parcours d'addict, on va dire, comment tu as commencé à fumer. Quand tu as arrêté de fumer, j'ai entendu aussi que tu avais commencé à fumer des pétards. J'ai beaucoup d'amis comme ça qui arrêtent de fumer et qui, au début, se roulent des pétards et après, ils en fument toute la journée. Ouais. Et puis, de savoir que quand on est addict, souvent, on bouche un trou, il y en a un autre. Voilà, donc l'alcool qui a pu faire partie aussi de ta vie. C'est quoi ton parcours d'addict? Alors, il faut savoir, petite précision, que ce spectacle est un spectacle. Donc, en fait, je l'ai écrit avec mon co-auteur qui s'appelle Berthier, petit Berthier. Je sais qu'il nous écoute parce qu'il adore t'écouter. Berthier qui était, lui, très, très sujet à l'addiction aussi. Ok. Et donc, moi, je voulais écrire à la base un spectacle parce que je venais de la télévision, je faisais du sketch et tout, et je voulais écrire un one-man show. Et lui, il était auteur de spectacle. Et on avait déjà travaillé ensemble 10 ans auparavant pour Carl Zero, des trucs comme ça. Et moi, j'aimais bien son truc et tout. Bon, mais j'avais pas de sous, évidemment. Voilà. Et puis, il se trouve que, alors là, on peut pas dire autrement, à l'enterrement d'un ami, voilà, je pense à lui très fort, un auteur également, jeune, voilà. Et on se retrouve là, à l'église, dans le 15e d'ailleurs. Et puis, on va tous au café d'en face. Alors, l'enterrement d'un humoriste, c'est assez bizarre parce que tous les copains auteurs sont là et chacun y va de sa phrase et c'est triste et drôle à la fois, quoi. Et donc, je vois ce Berthier et je lui dis, dis donc, j'aimerais bien écrire un spectacle. Alors quoi? Il me dit, sur quoi? Je dis, écoute, toi, moi, il m'arrive plein de choses, on pourrait raconter ma vie et tout. Il me dit, alors là, écoute, ta vie, franchement, on n'en a rien à foutre. Si c'est pour raconter. Tout le monde l'a fait, on n'en a rien à foutre. Ah bon, d'accord. Bon, alors je repars dans mes gaules, puis je réfléchis comme ça. Je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai trouvé comme sujet, quoi. Et il se trouve que j'avais arrêté de fumer à peine un an auparavant, à peine. Je dis, tiens, mais ça, c'est peut-être un bon prisme. Et je lui dis, bon, je le rappelle, je dis, c'est peut-être une connerie ce que je vais te dire, mais qu'est-ce que tu penses? Alors que lui, il a jamais fumé de sa vie, mais il connaît très bien les addictions, puisque lui-même, il a tout arrêté. Donc, il le sait. Et donc, je lui dis, est-ce qu'on pourrait pas écrire un spectacle là-dessus? Est-ce que c'est pas une bonne idée, ça? Et il me dit, banco, et on est parti. Et on l'a fait. Voilà. Alors, donc, en fait, tout ça pour te dire que dans le spectacle, on a mêlé, en fait, mon histoire, des histoires de copains fumeurs. En fait, rien n'est faux, mais c'est pas forcément moi qui ai tout vécu. En tout cas, la force de ce spectacle, c'est qu'à chaque fois que je le joue, les gens, peut-être pas les jeunes, parce qu'ils sont un peu trop jeunes, les lycéens, mais les gens d'une quarantaine d'années et plus, viennent me dire, mais c'est incroyable, c'est mon histoire que tu as racontée là, faut que tu me donnes des droits d'auteur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fumeur, il fume exactement de la même manière. En fait, on croit qu'on est original, mais on fait tous les mêmes trucs. Alors, puis on vient de la même génération aussi. Hier soir, je regardais
un film, La Garde à vue, là, avec Serrault. Et... Non, mais on parle pas de ce film-là. Incroyable. Vous écrivez comment Tango, comment passe au diable? Exactement. Et donc, moi, je l'avais jamais vu, ce film. Ah bon? Non, mais parce que j'ai des vraies lacunes des vieux films, on va dire. Et en fait, je voyais, la clope, c'est toutes les 10 secondes, hein, il y en a une qui s'allume. Et je pense que dans l'inconscient, de toute façon, collectif de notre génération, il y a aussi ce truc-là. Mais par contre, à un moment donné, il dit j'ai plus de quoi m'empoisonner, ou je sais plus ce qu'il dit. Donc je me dis, tiens, il savait déjà. En tout cas, il fumait clope sur clope, mais il savait déjà. C'est Michel Audiard, quand même. Ouais, c'est Audiard. Ouais, c'est Audiard. Et en fait, c'est ce que tu disais au début sur l'addiction. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est cette phrase, je sais pas pourquoi j'ai envie de la dire, mais que je l'ai entendue dans Les Narcotiques Anonymes: qui n'a pas voulu quand il pouvait ne pourra plus quand il voudra. Exactement. Et c'est hyper. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on pourrait arrêter, mais on n'a pas voulu. Et au moment où tu veux, tu peux plus. C'est exactement ça. Et finalement, c'est ce que je dis dans le débat aux jeunes, parce que, en fait, ce qu'il y a de fantastique, c'est que les jeunes, ils sont jeunes. Voilà, c'est des jeunes. Merci, au revoir, je peux sortir. Fantastique, je dis un truc extraordinaire. Et que quand tu es jeune, en fait, le cortex préfrontal, je suis obligé de leur dire, mais c'est pas vous, c'est tout le monde. C'est tout le monde. On est des petits animaux, donc c'est pas fini. Et qu'est-ce qui fait ce cortex préfrontal? C'est le siège un peu de la raison. C'est un peu le siège qui dit hop, 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 là, tu vas faire une connerie. Alors évidemment, comme il n'est pas tout à fait en place, il dit on y va, allez, on y va, la mobilette, à donf, sans alors phare. Alors que celui des émotions, il est bien développé. Voilà, celui-là, donc ils vivent des trucs très forts, sans très régulation. Fort, voilà. Alors je leur dis plein de choses, puis comme je les ai bien fait marrer, je continue de les faire marrer. Et derrière, le dialogue s'installe comme ça. Et c'est très important. Et c'est là où les établissements me remercient, en fait, les infirmières, le corps enseignant, les proviseurs, c'est que avec le rire, finalement, j'arrive à leur faire passer un message que eux n'arrivent pas à faire passer, parce que, évidemment, ils les écoutent pas, les profs, leurs parents, n'en parlons même pas. Mais par contre, le foufou avec des drôles de cheveux qui fait marrer, là, lui. Puis après, quand il dit, mais tu sais, quand il a dit ça, et du coup, après, quand moi, deuxième partie, je développe, et là, grâce à notamment tes podcasts et grâce à tous les tabacologues et les addictologues que j'ai fréquentés, je commence à en connaître un rayon. Et du coup, je leur dis ça, je leur dis, plus on commence une addiction jeune, plus elle est difficile à arrêter. Et moi, si on m'avait dit, parce que moi, alors ça, pour le coup, je l'ai vécu, moi, si on m'avait dit que je pouvais arrêter de la même manière à 40 ans qu'à 17 ans, ou que je pouvais pas, je veux dire. Oui, voilà. Pardon. On me l'a pas dit. Ou en tout cas, je le savais pas. Et donc, pour moi, je pensais... que ça aurait changé quelque chose? Je sais pas. À cet âge-là? Alors, je sais pas. En tout cas, alors moi, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de mon, on va dire 45 minutes de spectacle, selon les interventions, parce que du coup, quand on discute, il me chauffe, il m'envoie des trucs, c'est rock'n'roll, hein, faut être réveillé. Entendu, tu me l'as envoyé, j'adore. Ah, mais ceux de la semaine dernière, là, c'est waouh. On est monté d'un cran encore. Hein. J'étais à 3 dans l'Aube. Et c'était super. Dans un lycée forestier, et ils étaient redoutables. Puis il y en avait même un qui devançait en fait ce que je disais. Ouais. Et je dis, mais c'est fou. Et je dis, tu sais. Je dis, attends, parce que tu sais, mais tu sais pas tout. Ouais. Parce qu'il y a un truc qui est important, c'est forcément, au bout d'un moment, c'est l'expérience. Et puis, en gros, voilà, pour répondre, c'est-à-dire que moi, je leur fais tout, je leur explique à peu près comment ça marche, les capteurs nicotiniques, et je parle de la cigarette, je parle de l'alcool, je parle des drogues, je parle de tout ça. Et à un moment donné, je leur dis, faites comme vous voulez, surtout. Je suis pas en train de vous dire de pas faire ce que nous on a fait. Hein. C'est pas ça que je dis. Mais je veux que tu saches. Voilà, je dis, faites-le en conscience et sachez que vous finirez, si vous fumez, par vouloir arrêter. Parce qu'il y a un truc que tu dis dans ton spectacle que j'ai dit à mon fils et j'ai eu l'impression que ça avait fait une étincelle dans ses yeux, contrairement à plein de choses que tu peux dire à ces ados de 14 ans. Je crois que c'est toi qui le dis, j'espère, parce que sinon j'ai l'air con là, mais que 100% des fumeurs regrettent d'avoir commencé. Oui, c'est-à-dire que 100% des fumeurs regrettent d'avoir commencé, et je dirais même, il n'y a aucun fumeur qui ne veut pas arrêter, passer la quarantaine, sinon c'est un menteur. Oui. Ouais. C'est ça. Ouais. Et moi, mon fils, il m'a dit, mais c'est fou ça. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui se dit, ah, mais non, tu rigoles, c'est cool de fumer. Non. Alors, en fait, c'est cool au début parce que comment j'ai commencé à fumer pour répondre à ta première question. Moi, j'ai une sœur qui a 18 mois de plus que moi, que j'embrasse, qui s'appelle Sophie, que j'aime beaucoup, très fort. Et elle était toujours plus rock'n'roll, plus en avance. Déjà, c'est une femme, une fille, et puis en plus, voilà. Puis moi, j'étais un petit qui suivait. Moi, je voulais faire comme elle, comme eux. Elle côtoyait le rock'n'roll, tous ces gens-là. Justement, la Mano Negra, tous ces trucs dont parlait Olivier Delacroix, toute cette époque-là, les négresses vertes, tous ces trucs. Donc moi, j'étais comme ça, comme un ouf, quoi. Et on s'était promis de jamais fumer. Mais de toute notre enfance, parce que ma mère fumait des menthols, des cools que je mets dans le spectacle. Et on lui avait fait la guerre pour qu'elle arrête de fumer et tout. On allait lui casser les cigarettes. Donc tout allait bien jusqu'au jour où je vois ma sœur fumer. Et là, choc émotionnel. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je fume. Et... On s'était dit. Ouais. Ah bon? Ah bon? Alors, moi aussi alors. Comme ça. Et puis, comme je leur dis dans le spectacle et comme je le dis, de toute façon, c'est toujours la même histoire. Pour faire comme les copains,
pour être aimé, pour appartenir au groupe, pour faire genre être un mec dans une période fragile qu'est l'adolescence, ou être une femme, tu vois, glamour aussi. Enfin, du coup, ça devient la cigarette devient rapidement cette petite pipe devient rapidement une béquille, un bâton quoi. Et ce truc-là, tu te construis avec. Tant et si bien qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui me disent, et des gens qui ont peut-être même la soixantaine, hein, cinquantaine, après on s'en fout, c'est qu'ils ne savent même pas ce que c'est que de vivre sans cigarette. Moi, j'ai arrêté à 40 ans. À 40 ans, donc j'en ai 53. J'ai un copain que j'aime aussi énormément, que je salue, qui m'a dit, lui était plus âgé que moi, il avait 7 ans de plus que moi. Et puis on adorait aller boire des coups ensemble, tu vois, terrasse des cafés, fumer, les dîners, les trucs, enfin tout ce qui fait qu'au bout d'un moment, moi je suis tombé dans le trou, quoi, tu vois. Et comme tout le monde d'ailleurs, parce que c'est agréable, sinon c'est pas rigolo, quoi, tu vois. Et lui, il me dit, bon, à 40 ans, il faut arrêter de fumer. 40 ans, il faut. Lui, il avait à peu près 7 ans de plus que moi. Donc, t'imagines, j'en avais 33, lui, quand il arrivait à ses 40. Et puis, à 40 ans, on se retrouve terrasse à Montmartre, machin. Et puis, le mec fume plus. Waouh. Je dis, bah bon, je fume plus. Non, ça va, ouais, je fume plus. Ah bon. Je me dis, mais c'est incroyable. Et je retiens dans ma phrase, parce que dans ma tête, ce qu'il avait dit. Il m'avait dit, si à 40 ans, t'as pas compris que t'avais fumé ton champ de tabac, c'est que t'es un con. Autrement dit, t'as fait ce que t'avais à faire. Si t'as pas compris qu'il faut fermer la porte du champ, tu l'as fumé, sinon tu meurs. Et ça m'avait... mais bon, après, il faut y arriver aussi. Puis surtout que t'as mis une Rolex dans ce champ de tabac. Exactement. C'est pour ça que tu l'as pas. Ben oui, exactement. Ouais. La cigarette, c'est fou, parce que j'ai l'impression que c'est la palme d'or de l'inutilité de l'addiction, parce que... Oui. Mais finalement, moi, je comprends aujourd'hui, quand je vois par rapport à l'arrêt d'autres substances, c'est une béquille que je garde, que j'ai gardée, que j'ai du mal à enlever, parce que vraiment, elle apaise les émotions, parce qu'on a pris l'habitude, en Oui. fait, de lui donner ce rôle-là. En fait, chaque addiction n'a que celui que tu lui donnes, en fait. Exactement. Mais une fois que c'est fait, que c'est ancré, je pense qu'il va falloir déshabituer C'est ça qui est difficile. Là, j'ai reçu le livre de Fabien Olicard, mentaliste, qui fait un truc autour de la cigarette et de l'addiction. Je l'avais déjà reçu dans une saison, mais je me demande si je ne vais pas le réinviter. Et ben, il dit un truc que je ne savais pas du tout. En fait, nous, on parle des capteurs nicotiniques, mais apparemment, avant ça, ils n'existent pas. C'est-à-dire, c'est des capteurs de je ne sais pas quoi, ça s'appelle autrement. Le fait que tu lui envoies de la clope, il se dit, ah tiens, peut-être qu'il faudrait que je crée des capteurs nicotiniques, parce qu'apparemment, on va m'en envoyer souvent. Oui, évidemment. Ah tiens, on m'en envoie à chaque fois qu'il y a une mauvaise émotion. Et en fait, c'est Oui, unique et comme cerveau. disait notre tabacologue Marine Soussin, en fait, ils existent parce qu'il y a dans l'aubergine, souviens-toi ce qu'elle disait. Oui, c'est vrai. Oui, elle disait ça, parce que l'aubergine est bonne pour le nettoyage, tu vois, ça nettoie le corps, et que les singes, pour que ça nettoie. Donc, en fait, il y a des capteurs nicotiniques dans les aubergines, dans la tomate, pour que on y revienne. Mais j'ai toujours trouvé que la moussaka sentait le cendrier. Mais je te jure, un jour, je disais... Mais il a combien le paquet de moussaka maintenant? Je crois qu'il a 13 €. Je disais à ma mère, quand elle faisait un caviar d'aubergine, à chaque fois, je disais « Ah, ça a un goût de tabac froid ». Et j'ai compris ça après. Voilà. Ah oui, et c'est cette phrase du spectacle, qui est une phrase d'Hemingway, et qui est extraordinaire. Hemingway disait, donc il faut remettre dans le contexte, hein, on est dans les années 50, voilà, 60, ouais. Et alors, je ne sais pas à quel moment il a écrit cette phrase, mais il dit, enfin, il me semble qu'il l'a dit, parce qu'on me l'a dit, alors j'espère que c'est vrai, en tout cas, elle est belle. À 13 ans, on commence à fumer pour se prouver qu'on est un homme, et 13 ans plus tard, on essaye d'arrêter exactement pour la même raison. Donc toi, c'est cette histoire de 40 ans. Moi, c'est parce que j'ai bien compris. 40 ans, il fallait je me dis, et moi, depuis longtemps, je voulais arrêter. Et il y a ma tante, alors citons-la, Martine Lelouch, la sœur du fameux Claude Lelouch, qui me courait après pour que je fasse des séances avec la méthode Alan Carr. Elle avait arrêté de fumer. Elle fumait beaucoup. Et plein de gens. Et elle envoyait tout le monde là-bas. Et moi, ça faisait 10 ans qu'elle me courait après. Et moi, j'étais là, non, mais tu vois, complètement dans le déni. Non, mais tout va bien. Hein. Et puis, toujours dans le 18e, ça se passe là-bas, forcément. Un petit restaurant, couscous, machin, je tombe sur elle. Elle dit, ah, alors, tu fumes toujours dis donc, sur un autre ton, s'il te plaît. Bah oui. Tu fais quoi ce week-end? Je sais pas, on devait être le mercredi, quoi. Tu fais quoi samedi matin? Et moi, à l'époque, je sortais avec une femme que je salue. Tu salues beaucoup de gens, dis donc. Je le salue, évidemment. Et elle habitait à Aix-en-Provence. Donc, j'étais tout le temps, moi, à Aix-en-Provence, le week-end. Et donc, je lui dis, ah mais non, mais ce week-end, non, je suis pas là. C'était pas vrai, hein.
Ce week-end, j'étais pas à Aix-en-Provence. Mais je lui dis, ce week-end, je suis à Bah Aix-en-Provence. oui. Et je ressors du restaurant. Et en fait, j'avais un copain, que je salue aussi, qui, en fait, voulait arrêter de fumer. Il fumait énormément, lui aussi. Alors, lui, il avait une façon de fumer. Il faisait... Une clope. Non, mais je te jure, il fallait le voir. Hein. Et le mec, il te descendait la moitié de la clope. Et puis, avec la jambe qui faisait Oh comme là ça. Non, mais... Et donc, lui, il m'avait dit, bon, de toute façon, il faut qu'on arrête. Hein, parce que si on n'arrête pas, c'est le trou. Et donc, il m'avait dit, bah, si tu vas à la méthode, bon, bah, appelle-moi. Là, je sors du restaurant, mais genre limite... c'est un agent secret, quoi. Genre, je me cache. Et je lui dis, bon, écoute, là, parce qu'elle connaît le directeur de la méthode, il y a une séance qui dure 4 heures, samedi matin, c'est dans 3 jours. Qu'est-ce que je fais on y va ou on n'y va pas? Il me dit, bah, écoute, allons-y, hein. Et nous voilà partis. Eh ben, écoute-moi, à l'issue de cette séance, j'ai écrasé ma cigarette. Je fumais 2 paquets par jour. J'ai plus jamais refumé. Donc mon introduction est complètement fausse. Hein. Il n'a pas fait de rechute, de machin. Tout ça, c'est Non, dans ça, le c'est du spectacle. Ça, c'est le spectacle. Mais tu pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas savoir. Moi, j'ai écouté le spectacle. Voilà. Mais oui, mais bon, de toute façon, le spectacle, c'est exactement ce qui se passe. Parce que les tabacologues le disent, que ce soit pour le tabac ou l'alcool ou ce que tu veux, ils parlent, tu sais, de l'envol du canard. Bien sûr. Plus vois tu essayes d'arrêter, Hein plus tu as de chances d'arrêter. Oui, oui, et ça marche pas évidemment la première fois. Il faut surtout J'en pas suis se la preuve dire, vivante. voilà, faut surtout pas se dire, je suis nul, j'ai raté, voilà. Mais ce qui est génial, c'est qu'une fois que moi, j'ai réussi à arrêter plusieurs fois, 1 an, 6 mois, 3 mois, et je parle pour toute addiction confondue, 3 ans. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois que je décide de réarrêter, je n'ai pas du tout l'angoisse parce que je sais que je l'ai déjà fait et ça me fait beaucoup moins peur que quand tu n'as jamais essayé d'arrêter. Et puis bon, il y a aussi cette histoire dans le milieu de la télé, les tournages. Il y avait quand même quelque chose aussi. C'était un milieu. Il y avait la clope à l'époque sur les plateaux. Partout. On Mais tient alors l'époque ça, c'est ce que je Ardisson, dis. quoi. Alors c'est ce que je dis dans le spectacle. Ça, je l'ai retiré pour les jeunes. Ouais. Mais je leur dis parce qu'en fait, le spectacle, à moi, il y a toute cette première partie. Il y a évidemment, il y a la télé et il y a Belmondo. Moi, je parle de Belmondo. Bien sûr. Je parle de Clint Eastwood. C'est ton idole. Mais oui. Mais Belmondo, mais moi, mon idole, j'avais des photos de lui partout dans toute ma chambre, Avec c'est il vrai. a toujours mais une clope. toujours une clope, toc toc, badaboum, le cigare, la clope, le truc. James Bond, pareil, la classe. Clint Eastwood, tu vois, avec les lèvres plissées et tout machin, putain, il est comme ça. Et ce que je raconte dans mon spectacle, moi, dans le jardin de mes grands-parents, je me mettais une brindille dans la bouche et je faisais les 7 mercenaires à moi tout seul. Ouais. Mais tout était, en fait, quand tu sais, après. Et là, les jeunes, je leur fais vite fait parce qu'ils n'ont pas une faculté trop d'attention, puis c'est surtout la puff et la vape aussi pour eux maintenant. Mais dans le spectacle, le vrai spectacle que je fais à l'Olympia, il y a effectivement toute cette partie-là qui est le conditionnement. Notre génération a été conditionnée pour fumer. Et volontairement par l'industrie du tabac. C'est-à-dire qu'à Hollywood, l'industrie du tabac payait. Tu as aussi, on remet dans le contexte, les cigarettes en chocolat qu'on offrait aux enfants. Moi, je le dis aux gamins, ils ont les yeux ça comme. Ils disent c'est pas vrai. Je dis, si, mais attendez, c'est pas fini. Les trains fumeurs, avec des portes où même les fumeurs, ils y allaient pas tellement ça puait. Tellement ça puait. T'allais fumer ta clope, tu repartais, t'avais la gerbe. Et l'avion. L'avion, alors ça, j'y viens, l'avion. L'avion, il mettait pas de porte, tu vois. Non, l'avion, Oui, il mettait la fumée s'arrête au rang 3. Il mettait un autocollant, et puis voilà, la fumée s'arrête là. Ça s'arrête à l'autocollant. Et t'avais donc tout ça, je raconte dans le spectacle. La première partie, c'est le conditionnement, tu vois. Donc on était fait pour fumer. Et puis évidemment, quand toi t'es ado et que derrière la cigarette, c'est être un homme, et puis en plus c'est te servir, tu vois, de ça pour après, tu dragues les filles, tu vois, t'es un peu genre comme ça, la tac tac avec ton truc, c'est la chérie. Ouais. Et il y a Gainsbourg aussi. Mais Quand je te Gainsbourg. vois habillé comme ça, je me dis oui. t'as dû aussi. Mais nous, on était infusés à ça. C'est pour ça que les jeunes, ils ne le sont pas. Alors, je leur rappelle un tout petit peu. Ils sont infusés à d'autres choses, là. Ouais, alors justement, ouais. Alors, moi, je fais, pour les jeunes, là, je twiste le spectacle et je leur parle de la puff et de la cigarette électronique. Ouais, parce ça. que je leur parle de la nicotine. Et il y a un truc qui est incroyable, c'est que les gamins, ils fument de la puff et de la cigarette électronique, mais avec nicotine. Donc, on rigole, et je leur dis, mais qui fume alors, il lève la main, machin. Qui fume avec nicotine? Tout le monde lève la main. Qui fume sans nicotine? Il y en a un. Là, sur les 2 spectacles que j'ai joués, il y avait 300 élèves. Il y en a une qui a levé la main, et l'après-midi, ils étaient moins nombreux, mais il y en a un aussi. Mais est-ce qu'ils te disent pourquoi Oui. ils ont décidé de mettre de la nicotine? Alors, d'abord parce qu'on leur en vend, pour commencer, et que c'est la première chose qu'on leur vend. Parce que moi, j'ai été un peu dans les tabacs, quand je vadrouille un peu en France, je demande un peu, je fais mon Colombo, mais alors, dites-moi, machin. Alors, le mec, je ne sais plus à quelle gare j'étais. Il me dit, il avait une armoire comme ça, en verre, et il me dit, alors, donc, mais vous vendez que avec nicotine? Non, il y a 100, mais c'est où? Alors, c'est en bas. Ouais, il les cherche. Et en plus, le truc, il faut l'assembler. Alors que l'autre, il est fait, si tu veux, c'est un Mr Freeze qui te donne, tu fumes un Mr Freeze, quoi. Enfin, il pourrait, s'il voulait. Mais en fait, je sais pas, va savoir pourquoi. Il me dit, ça n'a aucun intérêt, monsieur. Alors je dis, ah bon, mais je laisse parler. Hein. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Il dit, parce que en fait, ça crée. Ils me disent, alors,
Je sais pas trop si c'est vrai, mais ils ont l'espèce de petit shot dans le, tu sais, que tu as avec la cigarette. Et je dis, bon, ok, pourquoi pas. Puis après, je leur explique, en fait, les capteurs nicotiniques, je leur explique comment ça se passe à l'intérieur de ton corps, tu vois. Et derrière, j'ai dit donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans une puff 600, il y a l'équivalent de 2 paquets de cigarettes en Wow. nicotine. Alors, dans une puff 9000, tu as l'équivalent de 18 paquets en nicotine. Donc, fais le calcul, tu vois combien tu t'envoies dans la tronche, sachant que la nicotine, comme on l'a dit tout à l'heure, est la drogue qui a la plus grande vitesse de dépendance, à peu près égalité avec l'héroïne. En vitesse de dépendance. Donc, t'imagines bien, mon petit chaton, que derrière, t'es accroché, que derrière le mec qui te le vend, alors, je dis pas c'est un drug dealer parce que tu vois, le mec qui te le vend, bah, il veut que tu reviennes. Bah oui, parce qu'il faut bien faire tourner le commerce. Et qu'en plus de ça, il t'attire avec le marketing, parce que c'est pas encore interdit, que la puff a été interdite là au mois de juillet. Pourquoi? Non pas parce que c'était mauvais, mais parce que c'était en fait jetable et qu'ils ont mis l'accent sur le désastre L'écologie. écologique. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont fait rechargeable. Mm. C'est bête comme chou. Et ils ont toujours un temps d'avance, les mecs. Bah oui. Donc, Et puis, c'est les grandes firmes de tabac qui alors font ça finalement, j'ai souvent. appris que pas toutes. En fait, voilà, donc je leur raconte tout ça, et puis les jeunes, ils sont là, ah bon, ah bon, ah bon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ils ressortent et au moins, ils ont appris, quoi. Et là, ils viennent me voir, là, le proviseur, l'infirmière et tout, ils me disent merci, parce que là, en gros, vous avez tout dit, quoi. Ouais. Par contre, Faites comme vous voulez. faites comme Ouais. vous voulez, hein, mais sachez-le. Voilà. Moi, je trouve ça d'utilité publique. Je pense d'ailleurs que tu devrais peut-être toi aussi aller voir la Mille des Cœurs, Mais ou je ne sais j'ai pas. essayé de les contacter, je leur ai envoyé un mail, j'ai jamais eu de réponse, Eh ben, mais écoute, peut-être que peut-être je grâce te à toi. présenterai cet homme charmant qui est Nicolas Pris, le directeur. Avec plaisir. Je suis persuadée, en ayant écouté donc ce que tu m'as envoyé, que ça fonctionne par le rire, évidemment, parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est l'absurdité de l'addiction qui vient révéler nos Mais contradictions. c'est Ça ça. veut dire que, surtout Alan Carr, moi j'ai adoré cette idée de dire qu'elle soulage le manque qu'elle Mais crée. évidemment. C'est-à-dire, à partir du moment où tu sais que c'est toi-même qui crée le Non, mais le manque truc en est fou. fumant. Mais tu sais qu'à Alan Carr, la séance, en fait, moi, j'ai arrêté en riant. Ouais. Et surtout, avec cette idée en tête, et ça, c'est très, très important, et ça, je le dis alors à tous les fumeurs qui veulent arrêter de fumer. Déjà, pour moi, ça, bizarrement, alors que j'étais un énorme fumeur, je fumais 2 paquets, j'avais des douleurs dans le dos, je toussais, j'avais commencé à fumer, alors non pas à 13 ans, mais j'avais goûté la cigarette de mon grand-père, tu vois, dans le jardin, qu'il a laissé traîner, lui, il avait arrêté 20 ans auparavant, je sais pas si t'imagines, Ouais, c'était Cravena son filtre, avec le chat, là. Mais le truc, il était sec, et moi, je savais pas. Je suis dans le jardin, au fond du jardin, là-bas, c'est quoi le ce truc, mais truc? tu crois que tu vas mourir, quoi. Bon, puis après, on a ma sœur, après, je fumais un peu les coups menthol de ma mère. Puis les marques, tu vois, qui vont bien, avec le petit logo qui va bien, pour faire genre quand t'es rock, t'as le logo rond, tu vois, qui est le truc du Vietnam, machin, qu'on va aller à l'autre, mais pas celui-là, pas le chameau qui fume, parce que celui-là, c'est encore d'autres gens. Donc, t'as une appartenance sociale à la cigarette. Complètement. C'est incroyable. Et Donc, les anarchistes, mais oui, chacun avait ses clubs, et son les clubs paquet, quoi. roulés, évidemment. Voilà. Et ouais, évidemment. Ça aussi, tu l'expliques bien. Bah, les c'est 2 clubs fois plus toxique voilà. qu'une cigarette normale. Ah, Et ça, donc, en c'est- fait, donc, je fumais beaucoup et je me dis, mais jamais je vais y arriver. Jamais. Et alors, je peux te dire ce que j'avais. Et c'est là où ce que je dis après aux gamins quand ils sont un peu réceptifs, le piège de l'addiction. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, tu t'isoles. Tu t'isoles parce que, en fait, les gens qui sont pas dedans, qui sont non-fumeurs, par exemple, te disent, bah, t'es con si t'as qu'à arrêter. qu'à Et là, t'as envie de les étrangler, de leur dire. Et là, tu pars, tu as la petite larme à l'œil en disant, bah, en fait, je vais plus en parler. Mais dans ta tête, il se passe plein de trucs. Tu sais ce qui se passait, moi, dans ma tête? Dans ma tête, j'avais donc, puisque j'ai arrêté à 40 ans, je m'étais dit, mais de toute façon, moi, si j'arrive pas à arrêter là, c'est pour ça que je retardais. Parce que je me dis, si je n'arrive pas avec cette méthode-là, je suis cuit. Du coup, tu t'es bien conditionné. C'est-à-dire, tu savais que tu voulais que ça marche ce coup-là, quoi. Tu savais Ouais, que si ça j'espérais. marchait pas, tu t'es dit Je que savais c'était pas trop, foutu. mais je mettais beaucoup là-dessus, quoi. Non, mais il paraît que ça marche, ça aussi, de se mettre. Peut-être ça a cet marché, ça effet-là. aussi. Mais tu vois, regarde jusqu'où ça allait dans ma tête. C'est que je m'étais dit, de toute façon, ça sert à rien que je fasse des enfants. Je vais crever à 60 ans. Et t'imagines, t'as à peine 40 ans, tu te dis ça. Donc, mais jusqu'où ça va, hein. Et j'avais des douleurs dans le dos, des picotements dans le dos. Je toussais, je sifflais quand je respirais. Je me dis, non, là, il y a un truc qui déconne. Là, ça va pas, là. Mais en fait, le problème, c'est que comme tu as commencé à fumer dès l'âge de 17 ans, tu sais pas si c'est parce que tu es adulte. Est-ce que c'est normal d'avoir des petits picotements dans le dos? Peut-être c'est l'âge. C'est le fait de vieillir. Peut-être c'est autre chose, tu vois, tu sais pas. Mais pour le savoir, faut l'enlever. Mais oui, mais On non. n'y va pas. Mais non, il n'y a pas à enlever. Et Ça marche avec toutes les addictions. bah hein. oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, ce que je dis, c'est que non seulement c'est possible,
puisque j'en suis la preuve vivante, qu'en plus, c'est moins difficile que je ne l'avais imaginé. Mhm. Parce qu'en fait, pourquoi? C'est tous ces capteurs nicotiniques qui se sont dressés. Mm. Mais en fait, moi, je pensais que j'allais être en manque toute ma vie. Je dis, mais c'est ce que je dis à un moment donné dans le spectacle. J'avais peur de continuer à fumer, parce que continuer, c'était mourir. Mais dans le même temps, j'avais encore plus peur d'arrêter, parce que c'était rangé dans les cases boire, manger ou dormir. Donc, continuer à fumer, c'était mourir, mais arrêter de fumer, c'était ne plus vivre. Alors, vas-y, débrouille-toi avec ça, toi. En fait, ce qui se passe concrètement, et c'est ça qui m'a aidé à arrêter de fumer. Ce qui m'a aidé, c'est vraiment, on m'a dit, t'inquiète pas. Bon, les premières semaines, c'est vrai que bon, tu vas pas avoir de douleur physique. Hein, c'est pas comme les drogues, tu vois, comme l'héros ou quoi que ce soit. Bon, tu vas avoir un peu des envies, mais elles passent vite. Fais autre chose, détourne ton esprit à ce moment-là. Et puis petit à petit, tu vas voir que tu vas y penser 15 fois dans la matinée, 15 fois dans l'après-midi. Puis après, au bout d'une semaine, ce sera 10 fois. Et puis après, ce sera 5 fois. Et puis à un moment donné, tu n'y penseras plus. Et ben, je peux vous dire que c'est vrai. Moi, 1 an après que je mets 2 paquets comme un âne, et ça, c'est quand je sortais pas en boîte de nuit, parce que l'époque télé, tout ça, moi, je l'ai connu. Hein. Je veux dire qu'on faisait que ça. Et moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai jamais pris de drogue dure. Donc, mon combat, ça a été la clope. Parce que ma mère nous a dit, à ma sœur et moi, comme ma grand-mère avait des soucis mentaux, elle nous a dit très jeune, le cerveau, c'est fragile, faites attention, faites très attention, ne prenez jamais de drogue. Donc moi, j'ai eu comme un con. Alors l'alcool, je me suis dit, c'est pas une drogue, tiens, tu parles, tiens, c'en est pas une, c'est la plus violente. Et la clope aussi. Et donc du coup... Et du coup, qu'est-ce que tu as fait plus quand même? Enfin, je veux dire, c'est impossible d'arrêter une addiction sans contrebalancer. Non, ce que j'ai fait plus... Alors j'ai acheté une cigarette électronique sans nicotine. Et je tirais dessus comme un âne. Et en fait, c'était drôle parce qu'au début, c'était pas à la mode. Enfin, il y avait assez peu de magasins. Et j'avais demandé, moi, si je pouvais, tu vois, au directeur de la méthode Alain Carr, est-ce que je peux prendre la cigarette électronique? Il est contre. Oui, mais il me dit, tu prends si tu veux, mais sans nicotine. Ok, bon, alors je prends sans nicotine, tu vois. Oui, parce que lui, le truc, c'est que Il faut arrêter la nicotine c'est nette. le petit monstre. Voilà, c'est le petit monstre. Le nourris, et c'est le Et, gremlins. et surtout, le truc à savoir pour ceux qui veulent arrêter de fumer, c'est que la nicotine, qu'on ait fumé depuis 6 mois ou depuis 10 ans, le corps l'évacue en 72 heures. Donc, techniquement, en 72 heures, en fait, on n'est plus accro à la nicotine. Mais après, c'est la cigarette qu'on a dans la tête. Alors, celle-là, voilà. Qu'est-ce que tu remarques le plus quand tu interviens dans les lycées? À quoi ils sont le plus résistants, on va dire? Parce que je pense qu'ils comprennent, ils sont très intelligents. Ouais. Moi, je vois mon fils, en fait, j'ai l'impression qu'il comprend des choses, mais en fait, ils ont quand même envie de liberté. Oui. Et ce truc-là de se dire que dès que les parents ont le dos tourné, qu'est-ce qu'on peut faire comme connerie, tu Oui, vois? alors ça, c'est sûr. Moi, en fait, moi, justement, j'ai pas envie de leur dire ne le faites pas. Par contre, dans le débat après, je leur parle quand même du PTC, Voilà. tu vois. Parce que là, dans les Vosges, à Troyes, là où j'étais, il y a l'infirmière qui m'a dit on en a ramassé un qui a fait un coma. Pareil, chez nous, il est aux urgences en convulsion. Voilà. Donc, le pète ton crâne, c'est quoi? C'est voilà, c'est une drogue de synthèse que tu mets dans la cigarette électronique. Et c'est un cannabinoïde. Hein. Voilà. Et exactement. Et qu'en fait, ça vient se coller sur les récepteurs, mais c'est ultra puissant. 10 fois plus voilà. que Et cannabis. d'ailleurs, tu fais des malaises. Et moi, je leur dis aux gamins, je dis, mais attendez, en fait, nous, quand on fume, enfin, nous, je veux pas faire mon vieux schnock non plus, tu vois. Donc, j'en dis, quand on fume un joint, par exemple, quand quelqu'un te tend un joint, tu le vois, tu le sens, tu sais ce que c'est. Mais là, le mec qui te tend ça, c'est inodore, c'est incolore. Toi, t'as confiance? Évidemment que t'as confiance, tu vois. Donc, tu le prends, le truc, et boum. Et alors, derrière, ce que je leur dis, si un copain et le protoxyde d'azote, c'est pareil, tu finis sur une chaise roulante à 25 ans. Attention, les gars, c'est pas le jointos, tu vois, de Bob Marley. Bon, mais je sais même pas s'ils connaissent Bob Marley, mais donc, du coup, ce que je veux leur dire, c'est pas le vieux jointos, quoi. C'est grave, et c'est pas de votre faute, c'est maintenant. Simplement, si vous voyez un copain qui tombe sur le carreau, vous ne partez pas en courant parce que vous avez peur, vous le mettez en position latérale de sécurité, et on appelle le 112. Tu vois, et ça, j'essaie de donner des petits réflexes comme ça, tu vois. Parce qu'il y en a qui meurent à l'arrière de bagnole, mais évidemment. c'est bien de leur faire peur quand même, parce que c'est vrai que le fait de pas savoir ce qu'il y a dans le truc, mais tu sais, mais c'est c'est horrible. très important. L'alcool, on sait ce que c'est. Mais Bon, oui. voilà, ils connaissent. Mais là, on leur met des choses, on sait pas ce que c'est. Mais c'est horrible. Donc, le PTC, là, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a le plus courant comme arrivé aux urgences. Le protoxyde d'azote, en fait, il éteint carrément le cerveau pendant quelques secondes, donc il y a des dommages irréversibles. Mais c'est horrible, en très peu de temps. Et puis, il faut arrêter, bouffer de la chantilly au lieu de prendre le gaz, quoi. Enfin, je sais pas, moi, quand j'étais gamine, je vidais le pot de chantilly, je prenais pas le gaz qu'il y avait dedans. Et avec ce petit hiatus, en fait, qui est que tu ne peux pas leur dire de ne pas le faire. Tu peux juste les prévenir que ça, par contre, ça, c'est une connerie. Un truc de fou. Ça, ces 2 trucs-là, c'est une connerie. Pour la vape, c'est important aussi parce que je pense qu'on reste kéblo à la vape. Honnêtement, je crois qu'on va découvrir dans quelques années que c'est tout aussi dangereux. Mais c'est déjà en train de sortir, là. Moi, je vois des trucs. Ah bah oui. Donc, je pense qu'il faut arrêter de la même façon qu'on arrête de fumer, en fait, d'un coup. Ou alors, moi, je lis dans la méthode de Fabien Olicard, par exemple, qu'en fait, ce qui est bien
avec le dosage, c'est que tu peux te dire, OK, la semaine prochaine, je mets 3, la Voilà. semaine prochaine, je Mais mets non, mais 5. ouais. Moi, je pense que franchement, jusqu'ici, on ne sait pas. Et c'est ce que dit Marine Soussin. Elle a raison. Elle a raison. C'est-à-dire que soit tu te dis effectivement, je vais essayer d'arrêter la nicotine nette, tout en sachant que ça va diminuer, qu'en 72 heures, je ne sentirai plus rien. Mais je le fais. Et par contre, le truc qui est très, très important, et ça, c'est ça qui m'a qui m'a aidé à arrêter de fumer. Et c'est ce que je veux ajouter vraiment, c'est que il faut arrêter en se disant je suis content d'arrêter. Il ne faut pas arrêter en se disant je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Ça, on appelle ça les fumeurs en sommeil. Une fois que tu as compris que ce n'est pas un plaisir, une fois que tu as compris que ce n'est pas un réconfort, une fois que tu as compris que ce n'est pas du bonheur, parce que si tu crois ça et que tu arrêtes, le jour où tu as un problème dans ta vie, tu as un deuil, tu as un drame, ben forcément, tu sais que la cigarette, elle va t'aider. C'est du réconfort, donc tu y retournes. Mais une fois que tu as compris une bonne fois pour toutes que ça n'en est pas, moi, la fameuse copine qui habitait à Aix, bon, elle m'a désexé et c'est devenu mon ex. Ils m'ont fait le jeu de mots dès le début, il avait fait le jeu de mots. Je dis, s'il te plaît, celui-là, voilà. Bon, bref, ce jour-là est arrivé. Et donc, j'ai pas refumé parce que je savais très bien, en fait, j'avais compris que. Et puis, j'avais compris surtout que dès que tu refumes une clope, tu repars en 40. C'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est que c'est pas je suis plus fort que la clope, c'est les capteurs nicotiniques, ils sont là. Tu vois, ils sont là et ils ont été habitués. Donc, si tu leur redonnes, évidemment, ils sont présents au poste, quoi, tu vois. Donc, c'est tout ça à gérer. Et puis après, est-ce que tu reportes sur une autre addiction tu fais au mieux, quoi, tu vois. Mais bon, en fait, c'est pas si difficile. Voilà ce que je veux dire. C'est les trois trucs. C'est pas si difficile, c'est possible. On n'est pas en manque toute sa vie. Et si on croit que réellement, c'est pas du réconfort, alors on s'en sort vraiment. Et ça, c'est chouette. Et la question, est-ce que tu as recommencé là où tout le monde me disait, la première question que tu m'as posée tout à l'heure d'ailleurs, hors antenne, et que me disent tout le monde, alors, mais c'est vrai, t'as réellement. Ah, dis donc, t'as pas recommencé. En fait, cette question, elle est folle. Elle est folle. Tu vois, parce que finalement, les gens, quand ils disent t'as pas recommencé, qu'est-ce qu'ils attendent? Que tu dises bien sûr que Oui, que tu les rassures. Tu vois, parce que le mec qui arrête de boire, ce qui fait chier, c'est pas que tu arrêtes de boire avec lui au comptoir. C'est qu'il a besoin d'un compagnon de boisson. Et en plus, tu le renvoies. Et les mecs, ils t'aiment plus. Quand tu arrêtes de boire et que. Non, tu leur renvoies à la gueule le fait qu'ils devraient arrêter aussi. Et ça, ils aiment pas tellement. Non, mais c'est fou. Tu vois, tu as écouté l'épisode de Chicandier. Il y a toujours ces c'est potes-là hallucinant. qui te disent bon courage. Moi, je sais que je vais prendre des cafés avec des copines. Moi, c'était mon kiff, le café, la clope du matin, beaucoup plus que tout le reste. Mais genre au café, au soleil, tu vois, pas quand je me réveille. Et Tu veux quand que je te limite la clope du matin? J'étais avec une copine et elle fume, elle me dit c'est divin. Et j'étais là, en fait, ça me dégoûte, vraiment. Et en fait, quand tu commences un peu à voir le truc d'un autre prisme en te disant, mais je suis libérée de ça, cette odeur, le prix que ça coûte et ce que ça nous coûte à nous. Ouais. Tu peux m'imiter la clope du matin si tu veux. La clope du matin, si tu veux, parce que alors, dans le spectacle, je demande à un moment donné, bon, je fais genre le mec qui a tout le temps envie de fumer, et puis je dis non, mais c'est bon, ça là, genre, en plein milieu du spectacle, je vais pas la fumer. Puis en plus, c'est même pas ma préférée, moi. Parce que t'arrêtes de fumer pendant le spectacle. Hein. Tu décides, à la fin du spectacle, on a romancé le truc, et le mec prend conscience, effectivement, non pas des raisons pour lesquelles il doit arrêter de fumer, mais en fait, l'absurdité des raisons pour lesquelles il a commencé. Exactement. Et donc, la clope du matin, elle est là, donc je demande, c'est vous. Tu vois, c'est vachement interactif et c'est rigolo parce que les gamins, ils ont compris. Donc, ils me chambrent, on se chambre. Et puis, à un moment donné, c'est souvent la clope du matin. Je dis, ouais, la clope du matin, attends, je te limite. Celle-là, c'est celle qui fait. Et pourtant, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Si ça, c'est le meilleur. C'est ça le meilleur, tu vois. Ouais. Donc, c'est là où c'est drôle, c'est qu'on en rit. Avec les gamins, ils en rient parce qu'en fait, tu vois, tu me posais la question tout à l'heure, même les gens qui fument pas, est-ce qu'ils adhèrent au spectacle? Mais en fait, la société est faite de telle manière que l'industrie du tabac, les lobbies du tabac, le fait que tout le monde a dans son entourage des gens qui ont fumé, que même les gamins, moi je leur parle de leurs parents, et je sais que je tape dans le mille, hein, on dirait un mentaliste. Bien sûr. Il n'y a pas besoin d'être, tu vois, mentaliste. Ils ont été entourés, je leur ai dit, voilà d'où la génération de vos parents, et moi, voilà d'où on vient. Donc, vite fait, je leur explique tout ça. Et en fait, effectivement, donc on est tous concernés. Même j'ai une copine un jour qui est venue me voir, que je salue également, qui m'a dit... Faut qu'ils se reconnaissent surtout tous ces jours. Après, j'enverrai des petits cadeaux. Je parle de toi. Je sais. Et du coup, elle me dit, j'ai adoré ton spectacle. Je dis, ouais, c'est ça, arrête de faire ta faux cul, tu fumes pas. Elle me dit, non, mais mon père est mort du cancer du poumon. Et je ne le savais même pas. Wow. Tu vois, donc en fait, on est impacté. En fait, tu es toujours impacté par ça. Tu sais qu'en fait, dans un dernier sondage, en fait,
100% des gens sont touchés par les addictions, que ce soit personnellement ou par effet ricochet. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours quelqu'un à côté de nous, on a un enfant, on a un parent, et nous aussi. Et puis, je pense, moi, quand je t'entends, en fait, je suis un peu décontenancée dans le sens où je me dis, est-ce que c'est pas le propre de l'homme, tout simplement, d'avoir des addictions, de s'en défaire, de passer à des addictions moins graves? En fait, j'ai l'impression, comme moi, je pense que c'est un vide spirituel, j'ai appris ça aussi dans le programme des 12 étapes, mais j'ai l'impression qu'en fait, toutes ces addictions qu'on va enlever petit à petit, c'est pour arriver au plus près de ce qu'on est nous, mais on est dans l'incapacité à 13 ans de se connecter à notre propre être, et que je me demande si finalement on n'est pas voué de toute façon, vu qu'aujourd'hui, pour moi, la plus grande des addictions, c'est le smartphone. Alors, c'est le prochain spectacle. Ouais. Et là-dessus, on en parle beaucoup avec les gamins. Et d'ailleurs, quand je leur demande à l'issue du spectacle, quelles sont les addictions, à votre avis? On parle tout de suite de ça. Hein. Alors, ils me disent la clope, la drogue et le téléphone. Je dis, ouais. Et combien de temps, est-ce que tu leur demandes les heures de combien de temps ils passent sur leur téléphone? C'est tellement de trucs à dire sur le tabac et sur toutes les drogues que en fait, sur le téléphone, de manière générale, ils passent à peu près 4 heures. Ouais. Combien d'années ça fait de notre vie, on a dit là? Ouais. Ça fait combien? Ils ont dit ça, tu passes 15 ans de ta vie sur ton téléphone. Ça. Mais si tu veux, le truc, c'est le même mécanisme. C'est qu'en fait, ce qu'il y a de terrible, c'est que tu vois faire ta main. Et c'est ça qui est dramatique. Et avec la cigarette, c'est un truc qui m'a aussi... Oui, parce que tu vois, c'est la même chose, en fait. Dans les répercussions, c'est-à-dire que ton cerveau ne veut pas, mais ta main le fait. Ta main le fait. Et en fait, tu as cette dichotomie. Et ça, c'est ce truc qui est très intéressant aussi. La contradiction. Ouais, la contradiction, mais la contradiction qui va loin, en fait, parce que moi, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai compris que derrière, en fait, effectivement, ton cerveau, il dit « je veux pas ». Tu as le paquet de clopes qui est là. Tu tiens. Je veux pas. Non, celle-là, je la prends pas. Je veux pas. À un moment donné, voilà. Donc, allez hop, tu le diras à personne, tu prends la clope, et puis derrière, en fait, finalement, tu l'allumes et tu te dis « Ah putain, je suis qu'une merde ». Et à partir du moment où tu dis « je suis qu'une merde », et ben là, tu ouvres la porte dans ton cerveau à l'autoroute neuronale qui dit que tu n'es qu'une merde. Mais si tu es qu'une merde pour la clope, mais mon coco, pourquoi tu ne serais pas une merde dans ton travail? Pourquoi tu ne serais pas une merde dans ton couple? Pourquoi tu ne serais pas une merde tout court? Et donc, en fait, tout ça, c'est les dégâts qu'on ne voit pas. C'est la face, tu vois, c'est la face cachée de l'iceberg. C'est la contradiction entre la peur et le fait d'un seul coup de se dire « je suis qu'une merde ». C'est comment on appelait ça chez les Grecs à l'époque, si on remonte dans l'Antiquité, c'est l'acrasie. Aujourd'hui, ça existe toujours, ce mot. Acrasie, c'est d'agir contre son bon jugement. Ouais. Et en fait, ce truc-là de l'addiction te fait justement, en effet, comme tu dis, en fait, répandre cette pensée négative et limitante sur tout le reste de ta vie. Ouais, du coup, c'est suintant, tu vois. Et en fait, tu te balades avec un caillou dans la chaussure et tu y penses. Et en plus, c'est ça qu'il disait Chicandier. Et il a complètement raison. Ce qu'il y a d'horrible, c'est que alors, je peux pas trop l'expliquer aux jeunes parce déjà ils fument moins, donc ça c'est bien, mais ils prennent de la vape et tout. Mais moi, quand je fumais, le truc c'est que je dis à un moment donné, moi je me couchais jamais avant. Voilà, c'est un peu la phrase. Et c'est avant de me coucher, moi il me fallait au moins 3 cigarettes dans mon paquet, sinon j'étais pas bien. Non pas que je me relevais la nuit pour fumer, quoique si ça m'arrivait. Mais pourquoi en fait il me fallait 3 cigarettes dans mon paquet au minimum? Je vais te dire pourquoi. Parce que d'abord, il était possible que je me relève la nuit pour fumer. Donc ça en fait une. Ensuite, le lendemain matin. Moi, je me lève, je mets mon peignoir, ma robe de chambre, je sais pas quoi, le café, je suis dans le gaz, clope. Tac. Je continue, j'allume mon ordi, tac. Moi, j'écrivais des sketchs sur M6, machin. Là, tu vois, comment on appelle ça? L'inspiration va venir. Bien sûr. Le café, deuxième café. Allez, tac, c'est parti. Un peu de musique. Tic, je commence à hop, clope. Parce que si j'ai pas ça, ça veut dire qu'il faut que je prenne ma douche, que je m'habille, que j'aille au tabac. Ce qui serait génial aussi de se doucher et de s'habiller. Oui, mais ce que je veux dire, moi, je travaille chez moi. Non, mais je travaille chez moi, donc à un moment donné, j'ai cette liberté-là. Ça donne une petite motivation pour s'habiller. Non, oui, non, parce que après, je m'habille après, moi, dans mon planning. Non, mais je connais par cœur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut dire ça. Sûr. Ça veut dire que c'est 3 clopes. Ça veut dire sinon, je me douche, je me lève, je m'habille, je vais dans le monde extérieur, dans le grand monde. Tu vois, là, il y a plein de gens, il y a plein de trucs bizarres. Et après, je retourne chez moi, mais je suis plus dans mon petit cocon. Bah oui. Et il y a ça, et il y a pourquoi tu fumes ta dernière cigarette. Moi, avant de dormir, il y a un truc qui m'éclatait quand même, ce que je faisais, c'est que j'étais chez moi. Et la dernière cigarette, je me fous les pieds sur le bureau, comme ça, je m'allume, et je repense à ma journée, tu vois. Voilà. Je repense à ma journée. Et en fait, j'ai réalisé, je repensais pas à cette journée. Puis en fait, il se passait rien de plus dans ma tête. Hein. C'est pas ça. J'avais juste les pieds sur le bureau et une clope. Mais pourquoi je la fumais cette clope avant de dormir? Parce que c'est la dernière cigarette. Je retarde le manque au maximum. Mais tout ça, tu le sais pas. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que ton cerveau, il t'a complètement niqué et qu'il a créé
toute une mythologie. Parce que quand tu es un bon fumeur à 2 paquets, je te jure que tu fumes une cigarette toutes les demi-heures. Hein. Donc ça veut dire il y a plein de trucs que tu fais plus. Parce que aller voir un film, ça commence à être compliqué. J'ai du mal à y croire, moi. Parce que moi, quand je fume 10 clopes par jour, j'ai l'impression que je fume tout le temps. Donc je me dis que les gros fumeurs... 2 paquets, mais t'en as partout. Et à la rubrique... Et à la rubrique, les fumeurs n'ont pas de volonté. Donc ça, c'est une partie du spectacle aussi. Je dis, mais moi, pas de volonté. Donc ça, c'est le truc drôle où je dis, mais j'ai pas de volonté. J'ai la volonté de me lever en plein milieu de la nuit, d'aller place de Clichy, acheter des clopes. C'est ça, tu te fous de ma gueule. Et puis je vais te dire, toi qui fumes pas, tu sais pourquoi tu fumes pas, hein? C'est parce que la première cigarette que tu as fumée, elle était tellement dégueulasse que tu n'as pas eu la volonté d'en fumer une deuxième. Donc, moi, je me suis accroché. Ouais. Et preuve que la volonté a payé. Aujourd'hui, j'en suis à 2 paquets, mon pote. Et donc, en fait. Le fumeur a énormément de volonté. Le fumeur est quelqu'un d'intelligent. C'est ça. Arrêtez de parler de volonté. Mais oui, donc c'est pas ça. Et donc, du coup, tout ça, ton cerveau, il te l'a complètement fait à l'envers. Mais tu le sais pas parce qu'il faudra un deuxième cerveau pour te l'expliquer. Mais oui. Et qu'en fait, ton cerveau, comme il est en manque, ok, il est pas con. Il a compris, donc dopamine, tout ce que tu veux, la récompense immédiate. Clac, 7 secondes. 7 secondes, la cigarette, pour monter au cerveau. C'est-à-dire qu'en 7 secondes, tu as ta récompense. En 7 secondes, tu n'es plus en manque. Ah, ça va mieux. Bon, voilà. Hein. Et résultat des courses, eh ben alors, admettons, toutes les demi-heures ou toutes les heures, allez, le fumeur, le paquet 20 cigarettes, c'est étudié, c'est fait pour. Tu fumes à peu près une cigarette à peu près toutes les heures. Et donc, toutes les heures, tu as une bonne raison. La raison, c'est pas je suis en manque. La raison, c'est prendre un petit café, tiens. Allez, bon, pose clope, tu viens avec moi. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est bonne, cette cigarette là au réveil. Oh, la cigarette avec le vin rouge. Oh, je l'adore celle-là. Et puis alors, la cigarette après l'amour. Et en fait, ton cerveau, lui, il a bêtement acté un truc. En fait, il s'est inventé une raison. Et il y croit. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment un truc de neuroscientifique. C'est pour ça que je crois pas mal au livre de Fabien Olicard, là. Parce que il a son moyen pour sortir d'une addiction, pour lui, c'est d'aller ruser son cerveau. C'est ça, c'est exactement lui, ça. il nous a eu. Ah, tu m'as niqué, mon coco, je vais te niquer. Ouais. Mais bon, comme il disait Sioran, je parle de Sioran. C'est marrant parce que je viens d'envoyer une pensée de Sioran à une copine. Écoute, alors je te dis la mienne. En gros, c'est celle-là. Alors, je sais pas, c'est exactement comme ça qu'il le dit, mais il dit « Je passe ma vie à tuer le temps. Le temps fait la même chose avec moi-même que l'on est heureux entre assassins. » Merveilleux. Eh ben, écoute, c'est très gai, hein, c'est très gai. Sioran, il est quand même sacrément pessimiste. Sioran, on dit. Il est génial. Moi, ce qui m'a fait rire, c'était par rapport au nom du podcast et aussi, tu en parles pas mal de cette dichotomie, cette contradiction. Pourquoi déposerais-je les armes? Je n'ai pas vécu toutes les contradictions. Je garde toujours l'espoir d'une impasse nouvelle. Mais ça, c'est magnifique. On peut finir là-dessus parce qu'en effet, je pense qu'on est comme ça. Même si on a arrêté plein de choses et qu'on peut vivre sans, et que moi, je suis la preuve vivante et toi aussi, on peut arrêter, mais on va toujours quand même aller chercher des impasses nouvelles et qui vont nous permettre aussi de nous dépasser, quoi, je pense. Oui, ou alors parfois, il y a des gens, et c'est peut-être aussi ça, se tourner vers la lumière, c'est-à-dire que peut-être parfois, on peut y arriver sans, mais ça veut dire accepter la réalité, ça veut dire aussi... Exactement, prendre la réalité telle qu'elle est, c'est franchement le début. Mais bien sûr, mais c'est ça le truc. Ça fait partie du programme, je dis le programme, mais c'est vraiment ça, accepter la réalité telle qu'elle est, mais surtout s'en satisfaire, parce que c'est pas se résigner. Non. C'est vraiment s'en satisfaire et se dire que les plaisirs de la vie sont partout. Et puis, en fait, le truc, c'est qu'accepter. De toute façon, au bout d'un moment, moi, quand je t'écoutais dans les chansons et tout, je me dis, qu'est-ce qu'on a besoin de plus, en fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu vois, c'est un peu ça, c'est qu'est-ce qui nous manque? Comme s'il nous manquait un truc. Mais parce que j'en suis persuadée. Mais une fois que tu trouves cette connexion à ce qui te manquait, on va pas rentrer dans un débat spirituel, métaphysique et ésotérique, mais souvent... Carl Gustav Jung disait qu'un addict ne peut pas se défaire d'une addiction s'il n'opère pas une conversion totale, c'est-à-dire soudainement de se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand en lui. C'est ça la spiritualité pour moi, c'est trouver quelque chose de plus grand que soi en soi. Écoute, je suis là. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite de continuer ce spectacle. Merci beaucoup, toi aussi, bravo. Beaucoup d'ados et adultes suivent les conseils et les préceptes de ce spectacle qui, franchement, aident énormément. Et j'espère que tu feras justement ce spectacle sur les écrans parce que je suis totalement contre. Donc, je compte sur toi. Pour ne pas m'appeler. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast.
c'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. La prise de son, la réalisation et le montage de cet épisode ont été assurés avec finesse, talent et sensibilité par Marjorie Murphy, Open Mic Podcast. Pour plus de contenu autour de cet épisode et découvrir d'autres thématiques, rendez-vous sur le site de Contradiction, contre-addiction.fr et les réseaux sociaux de Contradiction.